Je vous souhaite la bienvenue sur notre stand pour assister, débattre et partager avec Jacques Rigaudia, qui est économiste, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes et qui va nous présenter l'aspect technique de la réforme par points. C'est une réforme qui est volontairement difficile à comprendre, on pourrait dire absconse, mais qui en fait est une réforme qui est le point d'entrée de la disparition de tous les statuts protecteurs qui peuvent exister. Par exemple, si vous faites 6 mois en tant que chargé de mission dans une administration et puis que vous repartez sur un CDD et puis que vous revenez dans une entreprise privée pour un CDI, et en réalité, les 25 années qui sont les meilleures 25 années de l'entreprise privée ou les 6 derniers mois de la fonction publique ne seront pas pris en compte dans cette réforme. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile à comprendre. Et notre ami Jacques va vous expliquer les tenants et aboutissants techniques et toutes les conséquences réelles et quotidiennes dans les conditions de vie de nos futurs retraités. Je donne la parole à Jacques Rigaudia. Ça va, très bien, merci. Toutes les conséquences, je ne suis pas complètement sûr. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne s'étonne que nous parlions retraite aujourd'hui. L'actualité ici à la fête de l'UMOD hier, le débat entre Delvoye et Philippe Martinez l'a bien montré, sans même parler de la grève réussie de la RATP. Donc l'actualité des retraites, c'est donc aujourd'hui quoi. C'est d'une part un projet. Ce projet, c'est le rapport Delvoye qui a été présenté en juin dernier, sauf erreur de ma part, sur la transformation du système actuel en un système universel et par points. On aura l'occasion de revenir sur ce double sujet universel et par points. Et puis c'est aussi, et je vais dire presque surtout, un calendrier qui a été précisé, confirmé par le Premier ministre Édouard Philippe l'autre jour devant le Conseil économique, social et environnemental. Alors, ce brave homme nous a dit que nous prendrons le temps qu'il faudra, c'est ce qu'il a dit, mais dans le même temps, pour parler comme Macron, il a confirmé premièrement que c'était la fin des régimes spéciaux, ça je crois qu'on en reparle, à quelques exceptions près, il ménage l'avenir. Surtout, il a confirmé que la loi serait votée avant l'été 2020, donc bien sûr après les municipales, mais très très rapidement. Alors, les conditions d'application institutionnelles, en tous les cas, parce que le fond n'est pas encore complètement bouclé et déterminé, c'est entrée en vigueur de la réforme après 2025, enfin, à compter de 2025, pour s'appliquer pleinement en 2040, donc une transition étalée sur 15 ans. Et les retraites, 330 milliards, quelque chose comme un peu plus de 14%, un septième du PIB. C'est vraiment le poste le plus important, et la transformation proposée est quand même extrêmement structurante pour l'avenir. Elle est structurante, moi je suis retraité, donc je ne serai pas dans cette réforme, c'est déjà derrière moi, mais pour ceux qui vont arriver, et encore une fois, qui vont arriver, qui sont nés après 1963, c'est un sujet évidemment essentiel. Aujourd'hui, il y a à peu près 17 millions, un peu plus de 17 millions de retraités dans le pays, ça va un peu s'accroître dans l'avenir avec le vieillissement. 16 millions de droits directs et le reste en droits indirects, notamment exactement les pensions de réversion, donc le sujet évidemment des fonds. Pour avoir un peu des ordres de grandeur, aujourd'hui la pension moyenne de droit direct c'est 1350 € brut par mois. Donc voilà le montant moyen, c'est un montant moyen. Alors évidemment, la principale différence, c'est une différence homme-femme.
puisque le montant moyen pour les hommes est de 1740 €, 1750 €, c'est loi direct, alors que pour les femmes, la pension moyenne est de 1065 € d'après le ministère lui-même. Donc vous voyez, les pensions aujourd'hui, les retraites aujourd'hui sont largement le reflet des carrières professionnelles, et bien évidemment, les femmes sont les premières victimes. Donc le sujet des pensions de réversion, du mode de calcul, je vais y revenir tout à l'heure, du mode de liquidation des pensions est extrêmement important et bien sûr sensible pour les personnes. Sur l'âge de départ, vous savez, l'âge de départ était de 60 ans, il a été porté à 72 ans en 2010, tout à l'heure de ma part, sa réforme Fillon. Et évidemment, cet âge légal, il n'a pas grand-chose à voir, avec l'âge de départ effectif en retraite. Eh bien, une étude récente de l'adresse, donc le service statistique du ministère de la Solidarité, le social, je cite, l'âge moyen de départ a augmenté de 1 an et 4 mois depuis 2010. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'âge moyen de départ est de 61 ans et demi pour les hommes, mais il est de 62 ans pour les femmes, puisque avec des carrières incomplètes, évidemment, elles cherchent à avoir des pensions un peu moins faibles en se maintenant plus longtemps en activité. Donc il y a un effet, un gros effet de décalage avec les textes de 2010, plus d'1 an de différence dans l'âge effectif de départ à la retraite, et cette évolution est beaucoup plus forte pour les femmes que pour les hommes, puisque les hommes ont plus facilement des carrières complètes, donc peuvent liquider plus facilement à taux plein. Alors évidemment, il faut comparer ça avec quelque chose qui est important, qui est l'espérance de vie. Alors l'espérance de vie à la naissance est de 85 ans,3 pour être précis pour les femmes, et de 79 ans et demi pour les hommes. Alors c'est l'âge, c'est l'espérance de vie moyenne à la naissance. Ce qui est important pour nous, c'est deux choses. C'est l'espérance de vie sans incapacité, parce que être en retraite, mais si c'est pour être en mauvaise santé, c'est pas très très intéressant. Or, l'espérance de vie sans incapacité, qui est l'indicateur statistique que l'on suit, n'est pas de... Pour les hommes, l'espérance de vie est de 85 ans, mais l'espérance de vie sans incapacité, c'est 64 ans,9, donc un petit 65 ans. Il y a une grosse différence. Et pour les femmes, c'est pour les femmes 64 ans 9, pour les hommes c'est 62 ans,6, 62 ans et demi pour les femmes. Vous voyez, il y a une très très grosse différence, et donc faire décaler les âges de départ à la retraite, même si on dit l'espérance de vie s'accroît, ce qui est vrai, ce qui reste vrai contrairement à ce qui a pu être dit, mais c'est une espérance, un temps de retraite dont on ne peut pas facilement profiter, puisqu'on est très souvent en incapacité, et évidemment ceci est extrêmement discriminé par catégorie sociale, puisque évidemment les cadres et les ouvriers n'ont pas du tout la même espérance de vie sans incapacité. Donc il y a un vrai sujet, tout allongement, tout décalage de l'âge de départ en retraite est quelque chose qui est socialement très discriminant et qui pénalise beaucoup plus les catégories des salariés d'exécution que sur, bien sûr, l'encadrement. Et puis il y a un autre chiffre, et j'en terminerai avec les chiffres de ça, qui est l'espérance de vie à 60 ans. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'espérance de vie à la naissance, mais enfin, il y a des tas de choses qui se passent avant 60 ans. Sachez que pour les femmes, l'espérance de vie à 60 ans est de 29 ans, alors que pour les hommes, elle est de 23 ans. Voilà. Donc, avec ça, on a un peu les principaux paramètres. Que vous dire d'autre? Eh bien que le principal régime, bien entendu, c'est le régime général. Le régime général, sur les 17 millions
Sur les 17 millions de retraités, le régime général, c'est pratiquement 14 millions. Hein. Donc, tout le reste, c'est des petits bouts. Il y a un gros morceau qui est bien sûr la fonction publique, les fonctions publiques, notamment la fonction publique d'État, et une poussière de régimes spéciaux. Donc, je ne reprends pas les 42 régimes spéciaux qui ont été décomptés. C'est pas tout à fait notre sujet aujourd'hui. Alors, venons-en, ce cadre étant tracé, venons-en à la réforme qui est voulue, je ne dis pas qui est proposée, qui est imposée par Macron. Notre régime institutionnellement est un régime par répartition. Je ne vais pas faire ici un rappel historique très long, mais je pense que le mouvement ouvrier se souvient des ROP, des retraites ouvrières et paysannes de 1910, difficilement accouchées, qui sont transformées en eau de boudin très rapidement parce qu'il n'y avait pas véritablement d'obligation, donc très peu de salariés finalement étaient concernés. Donc la première grande étape, c'est les ROP, les retraites ouvrières et paysannes en 1910, la loi sur les assurances sociales de 1928 et 1930. Mais il faut avoir en tête que jusqu'à la guerre, la Seconde Guerre mondiale, les ROP et leur prolongement en assurance sociale, c'est un régime par capitalisation, ce qu'on oublie souvent. Or, nous avons, nous, un régime par répartition. C'est très très important la différence. Ça veut dire quoi, un régime? Donc depuis 1945, en fait, c'est un ministre de Pétain, ce ministre du Travail de Pétain, qui a transformé la capitalisation en répartition en 1941. Voilà. Ça veut dire quoi, répartition? Ça veut dire que ce sont les cotisations des actifs qui payent les retraites des retraités. Donc il y a une solidarité générationnelle qui s'exerce vraiment dans l'instant, qui est en permanence. Et évidemment, il y a un problème. C'est que les rentrées de cotisation, elles sont dépendantes de deux choses: l'évolution des salaires et l'évolution de l'emploi. Donc, ce sont des régimes contributifs, mais qui sont très dépendants de l'évolution économique et notamment de la création d'emplois salariés. Deuxième remarque, c'est que ce régime, c'est très important, ce régime de répartition est complété par des dispositifs de solidarité. Le FSV, le Fonds de solidarité vieillesse, a été créé en 1956, financé à l'époque par la vignette automobile. Tous ceux de ma génération s'en souviennent avec émotion. Mais c'était pourquoi? Pour créer le minimum vieillesse. Pourquoi? Tout simplement parce que le régime a été créé en gros en 1945 et que évidemment en 1950, en 1960 encore, les personnes âgées ne bénéficiaient pas de carrière complète cotisée. Et donc les niveaux de retraite effectivement liquidés étaient très faibles. Et le gros problème de pauvreté à l'époque, c'était ce qu'on appelait encore les économiquement faibles, les personnes âgées, qui avaient des petites pensions. Et donc on a créé en 1956 le FSV. Aujourd'hui, le FSV est toujours actif, c'est important. Il dépense à peu près 15 milliards, c'est pas tout à fait rien. Il permet de valider les cotisations des chômeurs et de financer le minimum vieillesse qui a changé de nom et de forme, enfin qui continue à être quelque chose d'important. Dernier point sur institutionnel, les régimes. Les régimes, en fait, je ne vais pas revenir sur les ordonnances d'octobre 1945, mais enfin, notre système est directement dépendant aujourd'hui, sa forme institutionnelle, de ce qui a été accepté ou refusé en 1945. Le régime général, qui devait être un régime de tout le monde dans la charte, dans les jours heureux, la charte du Conseil national de la résistance, en fait, a été le régime des seuls salariés de l'industrie et du commerce.
gros morceau, je vous l'ai dit tout à l'heure, 14 millions de retraités sur les 17 millions, mais à côté de ça, une foultitude donc de régimes spéciaux pour des salariés, mais aussi les régimes qui sont créés sur les non-salariés, les libéraux, les commerçants, les artisans, et qui ont été créés au fil du temps progressivement. Donc on a ce dispositif institutionnel qui est effectivement obsolète, puisqu'on a 42 régimes de base, avec des mécanismes de liquidation qui sont différents. Vous le savez, le régime général n'assure qu'une pension, qu'une retraite de base dans la limite du plafond. Donc 50% du plafond maximum, sachant que le plafond c'est 40 000 euros par an. Donc on ne peut pas avoir sur le régime de base, régime général, plus que la moitié de 40 000 euros. Ce qui a très vite posé la question, je l'ai dit tout à l'heure, des petites pensions, mais surtout de compléments de pension, et ça a été la création de la GIRC, puis de l'ARCO, c'est-à-dire les régimes complémentaires par points, issus d'un accord national interprofessionnel entre les organisations professionnelles, syndicales et patronales. Donc on a ce dispositif pour le régime général à 2 étages, alors que les régimes spéciaux sont des régimes qui sont entiers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de base et pas de complémentaire. On calcule la pension complète et non pas une pension de base plus une pension complémentaire. Donc tout ça évidemment est un petit peu compliqué et différent selon les professions. Et c'est évidemment de cette diversité, sur cette diversité, que se fonde très très largement le rapport Delvoye pour justifier, au nom de l'équité, et alors que, comme l'a dit le Premier ministre, il n'y a pas de problème de financement particulier évidemment, pour justifier cette réforme. Qui plus qu'une réforme, qui est une transformation profonde et de sens et de contenu. Que dit, en fait, de reprendre la synthèse du rapport Delvoye, c'est vers un système plus simple, plus juste pour tous. C'est ça leur justification. Voilà. C'est une véritable refondation de notre système de retraite, exigence d'équité, règles communes à tous, qui s'adaptent aux évolutions du monde de travail et de la société. Le système universel repose sur une logique d'équité, à carrière identique, des droits identiques. C'est ça, évidemment, qui va être leur mantra, leur leitmotiv pour justifier ce qu'ils vont faire, les mauvais coups qu'ils vont porter à nos retraites. Alors, en fait, il y a 2 choses dans cette réforme. Il y a d'une part ce qui est le plus apparent et qui fait le plus réagir, c'est l'unité et donc la disparition des autres régimes, des régimes spéciaux, alors qu'il n'y a pas d'urgence sur donc les 15 ans de transition pendant lesquels les régimes spéciaux vont peu à peu disparaître. Mais le fond du fond, ce dont on ne parle pas assez, me semble-t-il, plutôt que de se focaliser sur cette universalité éventuelle et à venir, c'est le fait que notre régime est un régime par répartition, va devenir un régime par points. Alors ça veut dire quoi, un régime par points? Ça c'est quand même une modification plus que substantielle, il faut s'y arrêter un moment. Aujourd'hui, que ce soit un régime général ou les régimes spéciaux, on liquidait en fonction d'annuités et de trimestres validés. Donc, il fallait avoir travaillé un certain nombre de trimestres, il y avait un âge, une durée pour avoir un taux plein et un âge auquel on pouvait partir. On peut partir toujours. Alors demain,
tout ça va être complètement mis cul par-dessus tête, et c'est pour ça que personnellement les débats sur l'âge pivot, tous ces machins-là me paraissent, on pourra y revenir, mais vraiment du second ordre en réalité, et plutôt du window dressing et de je n'en veux pas, bah oui, si tu n'en veux pas, je te donnerai pas. Autrement dit, le pseudo-débat entre Laurent Berger et le gouvernement et le président de la République. C'est la mère Michel et le père Lustucru. Hein? C'est le débat entre la mère Michel et le père Lustucru. Peut-être bien, ouais. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va cotiser tout au long de sa vie. On va acheter des points et au moment du départ en retraite, le total, le sac à points qu'on aura accumulé tout au long de sa vie va être transformé en rente, en pension, en fonction de la valeur du point. Donc il y a deux valeurs du point, il faut bien comprendre. Il y a une valeur d'acquisition et une valeur de liquidation, une valeur de service. Hein, il y a deux choses qui sont totalement différentes. Dans le rapport d'Allois, il y a deux valeurs qui sont fixées, enfin qui sont proposées pour illustrer le propos. Valeur d'achat 10 €, valeur de liquidation 0,55 €. Hein? Donc ça fait un rendement, c'est ce qui est mis officiellement, de 0,55%, qui leur paraît suffisant. J'indique simplement, puisque les régimes d'Agirc et d'Arco sont aujourd'hui des régimes par points, que la valeur, que le rendement aujourd'hui de l'Agirc et d'Arco est 0,59, c'est-à-dire nettement supérieur, enfin 0,59%, nettement supérieur à ce 5,9%, nettement supérieur à celui qui est proposé pour le futur régime universel. Donc ça c'est le premier point, c'est que, enfin, c'est le double premier point, si j'ose dire, valeur d'achat, valeur de liquidation du point. Et donc ce qui va être essentiel pour déterminer nos futures pensions, c'est comment la valeur d'achat et la valeur de service, la valeur de liquidation de la retraite, évolueront et qui le fixera. Hein, mettez ça dans un petit coin de votre tête, on y reviendra tout à l'heure. Vous voyez bien qu'on passe là d'un régime que l'on dit un régime à prestations définies, c'est-à-dire on sait exactement, il y a des règles et on sait à peu près combien on va toucher, c'est facile à savoir, alors que dans ce régime par points, on va passer à un système à cotisation définie, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on paye, mais on ne sait pas ce qu'on va gagner. Donc tout le truc, hein, tout le machin, il se joue dans les modes de revalorisation d'achat et de service des points. Donc ça, c'est le premier élément et peut-être le plus important en tous les cas sur le terrain financier. Il y en a un autre, c'est que vous voyez bien que moi j'étais magistrat de la Cour des comptes, comme tout fonctionnaire. J'ai liquidé ma pension quand je suis parti en retraite en fonction de mon traitement indiciaire des 6 derniers mois. Et donc avec un taux plein, j'avais droit à 75% de mon traitement indiciaire, sachant qu'évidemment à la Cour des comptes on a beaucoup de primes, donc ça représentait nettement moins par rapport à ma rémunération, mais ça bon, c'est la vie. Mais moi j'étais indexé sur mes 6 derniers mois. Dans le régime général, on est indexé sur les 25 meilleures années. Initialement, c'était les 10 meilleures années. Or là, par point, ça veut dire que vous travaillez pas, vous travaillez à mi-temps, vous travaillez à plein temps, vous avez des petites interruptions, vous élevez vos enfants, etc. Vous n'avez pas de points, même si par ailleurs, il y a bien sûr, ils vont maintenir des régimes de solidarité et le FSV pour valider des points pour les femmes qui élèvent leurs enfants, pour les périodes de chômage, mais évidemment, ça n'équivaudra pas à une période véritablement cotisée. Donc vous voyez bien que quand vous avez, comme c'est le cas de beaucoup de gens, des carrières extrêmement heurtées, votre total de points, tout au long de votre vie, sera beaucoup plus faible. Si vous regardez, en fait, a priori, qui est défavorisé par un système par points?
Vous avez d'abord ceux qui ont des carrières qui augmentent, c'est-à-dire les cadres. Hein. Évidemment, eux vont être directement touchés. Je ne parle pas en plus des sujets d'évolution du plafond, mais vous voyez bien que les cadres vont être directement touchés. Je ne vais pas m'attarder sur leur cas, mais ce qui est clair, c'est que pour eux, tout va pousser à avoir des régimes surcomplémentaires par capitalisation. D'ailleurs, ils ont pris dans je ne sais plus quelle loi des mesures permettant de développer des fonds de pension et la capitalisation. C'est-à-dire que les cadres seront défavorisés en partie par ce système, mais pourront, si j'ose dire, se rattraper par leur capacité d'épargne en ayant accès aux fonds de pension qui vont être libéralisés. Mais les vrais perdants dans cette histoire, c'est tous ceux qui ont des carrières hachées, heurtées, donc les femmes en tout premier lieu, et puis tous les jeunes qui sont en difficulté et qui commencent tard. Donc ça va pousser à la capitalisation et ça va très profondément défavoriser les femmes et les jeunes et tous ceux qui vont alterner petit boulot et chômage. Sur ce point, je crois que j'en ai à peu près terminé. Je voudrais en venir maintenant à un autre sujet. Qu'est-ce qu'on peut attendre de tout ça? Ce qu'on peut attendre de tout ça, eh bien, c'est évidemment de grosses difficultés pour les retraites. Je l'ai dit tout à l'heure, tout va dépendre donc du mode d'évolution, tout va principalement dépendre des modes d'évolution du point dans ces deux aspects, achat et liquidation, et de l'âge auquel on pourra liquider à taux plein les points qu'on aura accumulés. Alors que nous dit le rapport Delvoye? Il nous dit que tout ça se fera dans le cadre de l'enveloppe de dépenses prévue par le corps. Bon, vous ne savez peut-être pas trop ce que c'est que le corps, c'est le Conseil d'orientation des retraites qui a été créé en 2000. J'étais l'auteur du décret créant le corps, donc j'ai quelques mémoires sur ce sujet. Que nous dit le rapport Delvoye? Ce qu'il nous dit est parfaitement clair. Le cadre du pilotage sera fixé par les lois financières proposées par le gouvernement et adoptées par le Parlement. Voilà. Donc les choses sont, si j'ose dire, simples. Le système universel est conçu dans le respect des grands équilibres financiers. Le poids des dépenses de retraite du système universel est conçu pour respecter l'enveloppe des dépenses projetées par le corps. Bon. Alors, il m'est arrivé récemment d'écrire sur les projections du corps. Que prévoit le corps? Eh bien, il prévoit une baisse très sensible du niveau des dépenses dans le PIB. C'est-à-dire qu'au mieux, il se maintiendrait à 14%, mais il pourrait descendre beaucoup plus bas si l'évolution économique n'était pas là. Je montre à la caméra ce magnifique graphique qui est issu du corps. Et donc, c'est une baisse parce qu'on va vivre une période où le nombre de retraités va s'accroître pour deux raisons. D'une part, ceux qui vont partir en retraite resteront aussi nombreux, aux alentours de 800 000, 900 000 chaque année, que ceux du baby-boom. Donc il n'y a pas du tout de baisse des départs en retraite. Et puis avec la poursuite attendue, alors ça on verra bien, mais je l'espère, en tous les cas activement pour moi, par exemple, de l'espérance de vie. Donc on a un double effet démographie et amélioration de l'espérance de vie qui va faire que le nombre de retraités sera bien sûr de plus en plus important, le vieillissement de la société. Le corps nous dit que le taux de remplacement, c'est simple, le taux de remplacement pourrait dans ce cas de figure
pas pour les droits directs. Aujourd'hui, le taux de liquidation est aujourd'hui de l'ordre de 52% en moyenne, hein, toute catégorie et toute retraite confondue, supérieur donc à la moitié du revenu d'activité. Hein, on est aux alentours de, retenez ça, on est un petit peu plus de 50%, de la moitié. Demain, il pourrait descendre en dessous des 40%. Donc, quand je dis demain, c'est 2050. En dessous des 40%, voire dans certaines hypothèses économiques, en dessous du tiers. C'est-à-dire que ce sont des baisses extrêmement importantes qui sont ainsi prévues. Alors, là-dessus, je voudrais, pour en terminer, pour pas être excessivement long, rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure, les propos du Premier ministre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sujet aujourd'hui et dans l'avenir proche, il n'y a pas de sujet d'équilibre financier sur les retraites. C'est-à-dire que leur réforme est une réforme, je dirais, idéologique sur le fond, et qui va viser à récupérer des sous de la Sécu. Alors pourquoi parce que la Sécu, globalement, je vous renvoie à mes écrits sur mon blog Mediapart, mais la Sécu est aujourd'hui globalement en excédent, très en excédent. Et il y a une loi qui s'appelle la loi de programmation des finances publiques qui a été votée fin 2017, sauf erreur de ma part, qui prévoit explicitement de récupérer les excédents de la Sécu pour financer les déficits de l'État. Pour faire courte, il est attendu à peu près 20 milliards d'excédents sur les début des années 20 de ce siècle de la Sécu. Et on voit par exemple cette année en 2019 qu'il est prévu de faire financer par la Sécu d'une part les mesures dites gilets jaunes, ça fait 2 ou 3 milliards qui sont aujourd'hui prévus, et de faire financer la bascule du CICE. Hein. Vous savez que le CICE, M. Hollande, merci à lui, avait fait un crédit d'impôt, et cette année on bascule le crédit d'impôt sur une baisse de cotisation, un allègement de charges sociales, une baisse de cotisation patronale. Et là, la baisse de cotisation patronale, elle est financée par la Sécu. Elle est financée en contravention avec la loi Veil de 1973. Donc, il récupère les sous. C'est ça qui est prévu. Ils récupèrent les sous de la Sécu. Bon, c'est ce qu'ils vont essayer de faire en tous les cas. Mais au-delà de ces mauvais coups qui sont dès aujourd'hui en cours, ils vont chercher à rapter à la fois les fonds de réserve, mais les excédents à venir, parce qu'on a quelque chose qui se profile, qui s'appelle la dette de la sécurité sociale. Or, la dette de la sécurité sociale sera remboursée, finie de rembourser en 2024. La réforme, je rappelle, est 2025, hein, la réforme des retraites. Or, le financement, le remboursement de la dette, vous et moi, nous la finançons à travers un petit bout de CSG, mais surtout ce que chacun connaît, la CRDS, la contribution au remboursement de la dette sociale. Ces trucs-là rapportent 15 milliards par an. Or, en 2024, la dette de la Sécu sera complètement remboursée. Et donc, on va avoir 15 milliards qui vont être dégagés à ce moment-là. Et toute la question, évidemment, cette réforme permettra de dégager des excédents en prenant très facilement, parce que personne ne va regarder de près au jour le jour l'évolution du prix d'achat et de la valeur de liquidation du point. Il est prévu que ce soit à travers les lois financières, c'est prévu donc décision de l'État et donc de Bercy, et donc c'est un très mauvais coup. Cette réforme suppose la mise à zéro des régimes spéciaux. On peut espérer que cette réforme rencontrera un refus social, pas simplement parce que ça permet à certains de garder des avantages, mais parce que c'est un mauvais coup qui est porté à notre système de solidarité.